Bienvenue à tous et merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes dans le 13e numéro d'Actu-Pour, votre magazine qui passe au peigne fin l'effet saillant de l'actualité politique nationale. Alors aujourd'hui, c'est encore avec un énorme plaisir que nous accueillons deux représentants du peuple à l'hémicycle. Il s'agit tout d'abord de l'honorable député Thierno Bokoum de Réunis. Honorable, bonjour. Merci de nous faire l'infini honneur d'être notre invité. C'est moi qui vous remercie. Je vous salue. Je salue mon ami et frère Barthélémy Diaz, ici présent. Merci. Honorable Barthélémy Diaz, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Et permettez-moi de saluer, de dire tout le plaisir que j'ai à partager ce plateau avec mon ami et frère, que j'aime appeler l'honorable, honoré dans l'honorabilité, Thierno Bokoum. Présenter tous mes voeux de santé, de prospérité, de réussite à mes compatriotes sénégalais d'ici et de la diaspora. Et pareillement, nous présentons nos meilleurs voeux pour tous les Sénégalais et Sénégalaises, nos meilleurs voeux également à votre équipe et à aux membres de votre télé, voilà quoi. Nous voulons que 2014 soit une année de réussite pour vous et de bonheur pour tout le pays, pour tout le Sénégal. Merci beaucoup. Merci. Dans son traditionnelle adresse à la nation, le président de la République, Macky Sall, a étalé des insuffisances, c'est du moins le constat de l'opposition. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'on ne peut pas attendre une autre réaction de l'opposition parce que l'opposition s'oppose et c'est à la limite vital à toute démocratie qui aspire à s'approfondir. C'est une excellente chose. Pour nous qui appartenons à la mouvance présidentielle, ce que nous disons, nous pensons d'abord que c'est un exercice traditionnel auquel s'est prêté le chef de l'État et on pense qu'il a réussi avec brio parce qu'il ne s'agissait pas d'aller dans le détail, il s'agissait tout de même de dérouler une feuille de route, de faire part aux Sénégalais de sa vision, de ses ambitions pour 2014. À ce titre, maintenant, je pense que ce qui est le plus important, ce n'est pas le discours du président de la République en tant que tel. Ce serait peut-être intéressant de voir par rapport à ses engagements, son discours, qu'est-ce qu'il réussira à accomplir au courant de l'année 2014. Et moi, pour ce qui me concerne, au-delà du discours, je fais partie de ceux qui militent pour une large concertation, aussi bien dans le camp présidentiel, avec aussi toutes les forces vives de la nation. Donc je sors même du cadre des acteurs politiques parce que le président de la République a parlé de plusieurs secteurs en déclinant bien sûr donc sa vision par rapport à toutes les politiques sectorielles. Et je pense que le Sénégal regorge de ressources humaines de qualité et il faudrait aujourd'hui que le chef de l'État, au-delà de la volonté politique qu'il a manifestée, qu'ils comprennent que les Sénégalais de tous bords souhaiteraient que le Sénégal puisse se développer. Donc c'est à lui qu'incombe la responsabilité éventuellement d'associer tous les Sénégalais à la réflexion à travers une concertation la plus large possible. Que ce soit sur les loyers, que ce soit avec les étudiants par rapport à l'actualité actuellement au niveau du campus, que ce soit par rapport à l'agriculture, par rapport à toutes les politiques sectorielles qu'il a développées, je pense que le chef de l'État gagnerait énormément à inviter les uns et les autres à une concertation pour pouvoir réussir sa mission. Mais est-ce que le président Sall ne serait pas en train de chercher un sort comme un télescopage dans ses programmes de développement? On verra Thierno Bokoum. Oui, personnellement, je pense que nous avons eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. Effectivement, quand il y a un discours, c'est très normal que l'on fasse des discours, mais le plus important aujourd'hui, c'est qu'on attend le président de la République sur les actes. Si on compare les différents discours, il avait fait un discours le 31 décembre 2012 et avait annoncé pour 2013 beaucoup de réformes et également des acquis à plusieurs points de vue. Et nous avons constaté, par exemple, du point de vue concernant par exemple l'agriculture,
il avait prévu 1000 tracteurs pour 2013. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu ces 1000 tracteurs. L'électrification rurale, le 31 décembre 2012, il avait dit qu'en 2013, 32 000 ménages seront connectés à l'électricité, ce qui n'est pas encore le cas. Donc il ne faut pas qu'on se base sur le discours. On s'est rendu compte que l'orientation, ou en tout cas les projecteurs ne doivent plus s'orienter sur le discours, mais plutôt voir en réalité ce qui a été fait. Et nous considérons qu'effectivement il y a encore du tâtonnement, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, dans son discours il a dit qu'ils vont mettre en place, en œuvre le plan Sénégal émergent. Ils étaient très loin dans la stratégie nationale de développement économique et social, FNDS. Il y a une stratégie de croissance accélérée également qui est là. Donc effectivement, il y a un problème de programme. Il y a un problème de document référentiel qui puisse nous permettre de savoir où est-ce qu'ils veulent aller. Malheureusement, nous sommes déjà à un niveau où il faut poser des actes et faire en sorte que les Sénégalais ne souffrent plus. Mais à ce niveau-là, ils sont encore à la réflexion. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc véritablement, il y a un problème d'orientation, vous en avez parlé tout à l'heure, et nous avons du mal à comprendre comment est-ce qu'ils comptent faire pour véritablement les promesses qu'ils ont eu à faire à travers le Yewwi Yokkute, que ces promesses soient respectées et que les objectifs soient atteints. Donc voilà que pour la plupart, ce sont des projets de loi qui sont remis au goût du jour. Je veux parler de la liaison maritime Dakar-Rufisque, entre autres. Oui, les projets de loi remis au jour, c'est normal. Nous sommes dans une continuité de l'État. Et que si un projet a avancé du point de vue, disons, de sa mise en œuvre, et qu'on considère que ça peut se réaliser, bon, je ne vois pas de mal qu'on reprenne les projets du président de la République ou qu'on continue certains projets du président de la République. Mais fondamentalement, qu'est-ce qu'il en est exactement par rapport à l'agriculture, par rapport au chômage des jeunes, par rapport à beaucoup de questions où on les attend encore. Aujourd'hui, par rapport par exemple à l'agriculture, nous avons des inquiétudes parce qu'il n'y a pas de point de collecte. Les huiliers ont complètement boudé parce que le marché de Rotterdam a complètement baissé. Le prix du tonne de l'huile de l'arachide passe de $2 000 à $1 400. Donc ça ne les arrange pas d'acheter à 200 francs. Et il y a aujourd'hui les semences qu'on doit recapitaliser. Et il n'y a pas de semences certifiées, c'est des semences écrémées qu'ils vont vouloir acheter pour 50 000 tonnes, alors que la production qui est prévue va aller jusqu'à 250 000 à 300 000 tonnes. Ça veut dire que les paysans risquent d'être dans des difficultés, alors que l'année dernière, effectivement, ils ont bien vendu parce que ça a été libéralisé, les Indiens étaient là, les Chinois étaient là, ce qui n'est pas le cas. Et les huiliers ont retiré les participations. Donc, on a un problème à tous les niveaux. Si on prend sur le plan de l'emploi, on a vu que les politiques d'emploi est déclinée à travers la fonction publique. Nous avons recruté 5500, il y a 10 000 agents de sécurité, alors que nous avons 150 000 à 250 000 travailleurs qui sont sur le marché de l'emploi tous les ans. Ils avaient promis 500 000 emplois. Donc, véritablement, on n'a pas encore vu ce qui a été réalisé jusque-là. Il n'y a que des promesses, il n'y a que des discours, et je pense que les Sénégalais en ont assez de discours. Nous voulons qu'il y ait d'abord une orientation bien claire, qu'on puisse savoir où est-ce qu'ils veulent aller. Ensuite, maintenant, qu'on sache sur le terrain ce qu'ils vont plus faire. Ce qu'il faut juste remarquer, c'est que le temps de la politique est différent du temps du développement. Il a 5 ans ou 7 ans. Ça lui donne juste le temps de réaliser ce qu'il peut réaliser. Son successeur va continuer le reste, mais l'essentiel c'est qu'on soit d'abord sur la voie et on ne voit pas encore le chemin qui est tracé. En tout cas, ce chemin-là n'est pas lisible, n'est pas clair. Merci, honorable Barthélémy Diaz. Oui, mais j'ai dit tantôt, j'ai déjà dit que le discours du chef de l'État n'est rien d'autre d'abord qu'un exercice traditionnel, et je pense que le chef de l'État n'a rien fait d'autre que de décliner son ambition pour 2014. Et vous savez, l'ambition est le moteur de la vie, et heureusement que le chef de l'État a de l'ambition pour ce pays. Mais c'est de voir maintenant
qu'il pourra réaliser. Parce que je reste convaincu que l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Donc moi je pense que si le chef de l'État veut maximiser ses chances de réussite, je m'invite, et je pense que tous les Sénégalais peut-être sont déjà mis à la limite déjà saoulés de mon discours, parce que moi, de mon humble point de vue, je reste convaincu qu'avec la concertation, on ira beaucoup plus loin. Je prends un simple exemple. Le chef de l'État, dans son annonce, en fait, dans son adresse à la nation, il a parlé de la baisse du loyer. Effectivement, tous les Sénégalais sont d'accord que le loyer, il n'est pas raisonnable aujourd'hui, particulièrement à Dakar. Et il faut éventuellement réfléchir sur comment baisser le loyer. Mais c'est que si on avait éventuellement un cadre de concertation, nous, socialistes, nous mettrons sur la table l'exemple que nous avons eu à pratiquer et que nous maîtrisons et que nous pouvons aujourd'hui identifier les résultats de cet exemple. Ce n'est pas la baisse du loyer, c'est l'accès au logement. Aujourd'hui, les Sénégalais, particulièrement les dernières générations, ne savent même pas quel est le rôle de la SICAP et de la HLM. Parce que pour eux, tous les promoteurs, je ne veux pas faire la publicité de certaines structures ici sur votre plateau, mais la plupart des promoteurs aujourd'hui sont des promoteurs privés. Et des promoteurs privés pour la plupart d'entre eux n'ont pas acheté le foncier. Il faut avoir le courage de le dire. Le foncier a été mis à leur disposition par l'État. Et là, je parle particulièrement de l'ancien régime. L'ancien régime a franchement humilié le peuple sénégalais en se mettant à piller son foncier. Et ce foncier a été pillé à une échelle industrielle. Et ce foncier a été remis entre les mains de privés qui, eux, ont versé dans la spéculation. Et aujourd'hui, toutes les cités que vous voyez, particulièrement dans Dakar, je ne citerai pas de nom, donc pour ceux qui connaissent Dakar, je les invite à suivre mon regard, vous verrez bien que ce foncier, s'il avait été mis à la disposition de structures publiques ou parapubliques qui ont été créées par rapport à une vocation bien précise, c'est de construire du logement social. Je prends un exemple. Quand la SICAP se permet aujourd'hui de vous vendre un appartement à 80 millions à la cité Terre d'Orgui, c'est le prix du foncier. 80 millions, c'est 150 000 euros. Combien de Sénégalais peuvent se payer un bien immobilier de 150 000 euros sur une période de 10 ou 15 ans? Dites-moi, quel fonctionnaire ou quel Sénégalais lambda qui travaille à la sueur de son front peut se permettre de payer un logement de 150 000 euros, particulièrement avec un taux, parce que malheureusement dans ce pays, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il n'y a pas de banque. Dans ce pays, ce que nous avons, ce sont les épiceries, ce ne sont pas des banques. Parce que les banquiers ne prennent aucun risque dans ce pays. Les banquiers ne prêtent qu'aux riches. Et vous comprendrez aisément qu'à partir de ce moment, dans un pays comme le Sénégal, où plus de 90% de la population, il faut dire des choses comme telles. Donc je pense que ces banques ne sont pas là pour nous. Ces banques sont là pour les riches et les grosses pointures. Donc aujourd'hui, moi, dans une concertation, par exemple, j'inviterai le président de la République à mettre de côté la baisse du loyer. Parce que la baisse du loyer, certes c'est vrai, mais quelque part aussi, il y aura une injustice non maîtrisée. Parce que des Sénégalais, permettez-moi peut-être de terminer le raisonnement, il y a tout de même des Sénégalais qui sont allés emprunter dans des banques, qui ont construit des immeubles et qui aujourd'hui ont des prêts par rapport à ces banques. Et ces gens-là aussi, quelque part, il y a une injustice vis-à-vis de ces gens. Tandis que l'accès au logement, ce n'est rien d'autre. À la limite, je suis même d'accord pour que l'État aujourd'hui cherche à exproprier certaines personnes qui n'ont pas valorisé les baux qui ont été mis à leur disposition, que l'État se saisisse de ces baux et reverse ces baux dans le patrimoine de structures qui ont pour nom la SICAP, les HLM, et que ces structures comprennent qu'ils ont des objectifs à atteindre. Et je pense aussi qu'il y a des mécanismes au niveau du ministère des Finances et du Budget, on peut réfléchir, par exemple, pour la nouvelle génération à laquelle nous appartenons, pour ceux qui cherchent à avoir leur premier logement, qu'on puisse avoir zéro taxe, zéro impôt pour l'accès au logement. C'est important parce que le logement, une fois de plus, ce n'est pas un luxe, c'est un devoir. L'État doit créer les conditions pour que les Sénégalais puissent se nourrir,
se vêtir, se soigner et se loger. C'est un droit. Donc, on salue bien sûr la volonté du chef de l'État de vouloir travailler à la baisse du loyer, mais ce serait encore mieux de travailler à l'accès au logement. Et l'État est capable de réaliser cet objectif. Merci, Honorable. Pour ce qui est justement de cette baisse du loyer, considéré comme en tout cas un cadeau de nouvel an de la part du chef de l'État, certains sont sceptiques sur l'applicabilité de cette mesure. Oui, parfaitement. Je pense que, comme l'a dit Barthélemy, effectivement, le loyer est très cher au Sénégal. C'est un constat unanime. Comment faire pour baisser le loyer? C'est là où se trouve la question. Ce n'est pas de cette manière plus ou moins populiste qu'on va régler le problème. Il ne s'agit pas de dire, voilà, nous vous donnons un cadeau. Parfois, ces genres de cadeaux sont des cadeaux empoisonnés. Il ne faut pas qu'à travers des décisions qu'on mette les Sénégalais les uns contre les autres. Les bailleurs comme les locataires sont des Sénégalais. Je pense que le plus important, c'est de trouver une solution pour que ce soit les bailleurs ou les locataires puissent vivre décemment et que ceux qui veulent avoir accès au logement puissent avoir accès au logement d'une manière décente. Le problème des loyers, quand on veut tout simplement diminuer en imposant des pourcentages et à diminuer selon le standing, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une manière plus ou moins de mettre les Sénégalais contre les autres. Parce que nous sommes dans un marché de l'offre et de la demande. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que Dakar est saturé. Le problème, c'est qu'il faut désengorger. Le problème, c'est qu'il faut créer d'autres points de développement économique. Il faudra que, parce que si vous voyez aujourd'hui l'agriculteur qui n'arrive pas à vivre de son travail, qui quitte Dakar ou qui envoie son fils à Dakar pour venir être marchand ambulant, il faut que ce fils se loge quelque part, mange, etc. Donc, on est en train de créer des conditions qui font que pour pouvoir survivre, pour pouvoir avoir de quoi se nourrir, il faut se rendre à la capitale. Il y a ce macrocéphalisme qui s'accroît tous les jours. Donc les gens ont tendance à venir. C'est normal à partir de ce moment, puisque l'offre et la demande est supérieure à l'offre, que le prix augmente. Ça, c'est une réalité économique. Ce qu'il faut faire, justement, c'est qu'on désengorge Dakar, qu'on crée des zones, qu'on fasse en sorte également qu'il y ait des habitats sociaux, c'est clair, mais tout le monde ne pourra pas accéder à cela. Il faudra nécessairement, il ne s'agit pas de voir un terrain quelque part, mettre des habitats sans qu'on ait la possibilité de pouvoir aller à un centre de santé, de pouvoir aller à une école, etc. etc. Il faudra que l'État réussisse quand même à créer ces zones de développement économique où il y a toutes ces structures-là qui peuvent permettre aux Sénégalais de rester dans leur localité, de pouvoir se soigner, de pouvoir étudier, mais également de pouvoir travailler sur place. Ça, nous l'avons expérimenté, je pense, avec Idrissa Seck, avec les grappes de convergence. Nous avons vu avec Thiès ce qui s'est passé. Ça devait continuer pour chaque région. Ça permet aux habitants de rester dans leur terroir. Maintenant, imposer comme ça une réduction des prix et vouloir l'imposer, mais ça peut même créer des problèmes de pénurie. Parce que les gens peuvent décider de ne pas louer. Ça peut même créer une spéculation. Parce qu'aujourd'hui, à Dakar, quelqu'un qui veut louer quelque part peut, on l'a vu, proposer même à des propriétaires, vous voulez louer à 200 000, je peux vous donner 230 ou 220. Parce qu'il y a une rareté qui est là. Donc il faut nécessairement qu'on réfléchisse davantage sur ça. Mais globalement, je pense que nous avons assisté avec ce gouvernement. Nous sommes en tout cas habitués. Est-ce qu'il faudrait des mesures d'accompagnement pour pouvoir faire appliquer l'effectivité de la... Oui, je pense qu'ils vont penser quand même à des mesures d'accompagnement, mais ce n'est pas ça la voie. Ils vont penser à une réduction de la fiscalité, ils vont penser à augmenter les agents de contrôle économique. Ce n'est pas suffisant. Oui, non, ce n'est pas la voie. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement par rapport au problème des loyers. D'une manière générale, nous avons l'habitude de voir un gouvernement qui investit ou en tout cas porte le regard sur des projets qui n'ont pas de substance.
Nous l'avons vu avec la couverture maladie universelle. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand j'ai relu le discours du 31 décembre du président de la République 2012, il disait par rapport à la couverture maladie universelle, c'est l'accès à la santé pour tous les Sénégalais. Aujourd'hui, en réalité, qu'est-ce qu'il en est exactement? D'une manière gratuite, bien entendu, qu'est-ce qu'il en est exactement? Il s'agit de mutuelles, première chose. Deuxième chose, c'est de 0 à 5 ans. Troisième chose, la gratuité ne concerne que les cases de santé, les postes de santé. Et quand il faut être hospitalisé, c'est juste pour 7 jours. Quant aux hôpitaux, il faut être admis en urgence pour bénéficier de la gratuité, sinon on paye le ticket même de 0 à 5 ans. Le fonds 6, on l'a vu, c'est la même chose. La bourse sociale, c'est une facilité. Je pense que le plus important, c'est d'expliquer les Sénégalais de la situation de dénuement, de pauvreté, en faisant en sorte qu'ils puissent avoir la possibilité d'accéder à l'emploi et non de les maintenir dans la situation de dénuement, leur donner 100 000 ou plutôt 95 000 parce que les 5 000 vont servir aux mutuelles pour pouvoir bénéficier à la cellule. Donc, bref, c'est pour dire tout simplement, par rapport à tous ces projets-là, qui nous rabâchent, qu'à chaque fois, on nous parle de ces projets-là, alors qu'en réalité, il n'en est rien. En tout cas, il n'en est rien par rapport au progrès que l'on attend, par rapport au côté que l'on attend du gouvernement. Maintenant, juste terminer sur le fait que le président tout à l'heure a dit que le côté je l'ai dit avant de venir que le côté ne leur donnait pas la satisfaction qu'ils voulaient, il fallait accélérer, c'est pourquoi ils ont choisi le plan Sénégal émergent. Le ministre des Finances a dit à l'Assemblée nationale que le plan Sénégal émergent concerne 65% d'investissement privé. Ça devient inquiétant, parce que vous savez que le secteur privé national ne marche pas. Ils sont dans des difficultés énormes. Est-ce que cela veut dire que ça va concerner 65% de privés étrangers qui vont prendre en otage notre économie? Pour vous dire tout simplement qu'il y a énormément de choses à revoir dans les démarches, c'est pourquoi nous restons vigilants et nous considérons qu'ils ne sont pas encore sur le chemin et on ne risque pas de sitôt d'avoir les résultats escomptés et c'est très dommage pour les populations. Merci honorable Bokoum. Honorable Barthélémy, le projet de loi dans ce sens a été adopté en Conseil des ministres et sera bientôt soumis à l'hémicycle. Lequel? Celui de la baisse du prix du loyer. Oui, mais la baisse du prix du loyer, que ce soit l'opposition ou le pouvoir, je pense que nous allons le voter à l'unanimité, sans débat, y compris mon ami l'honorable honoré dans l'honorabilité, parce que nous sommes tous des locataires. Voyez-vous, à l'âge que j'ai aujourd'hui, mon père est déjà propriétaire d'une maison. C'est cap. Et c'est valable pour la plupart des Sénégalais et des Sénégalaises de sa génération qui étaient en activité. C'est pourquoi je pense que d'abord le président Macky Sall, tout de même, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que c'est une bonne mesure, la baisse du loyer. Nous allons voter cette loi parce qu'il faut tout de même que les uns et les autres comprennent que la responsabilité de l'État, c'est de créer un cadre équitable pour tous. Parce que dans le cas contraire, vous comprendrez que si les gens doivent travailler que pour se loger, ça peut être un facteur, malheureusement, de contre-valeur. Parce que vous comprendrez que les gens non plus n'accepteront pas de dormir dans la rue. Donc sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir un toit. Mais le président de la République, j'insiste encore, c'est vrai que c'est lui qui a été élu. Nous sommes dans la mouvance présidentielle et on souhaiterait bien sûr qu'il réussisse parce que s'il ne réussit pas, vous comprendrez que son échec serait aussi le nôtre parce que nous avons apporté des centaines de milliers de voix, aussi bien nous, Parti Socialiste, qui de réunir aujourd'hui est sorti de la coalition, mais quelque part aussi nous avons tous contribué à élire le président Macky Sall. Moi, j'invite le président Macky Sall à remettre à l'endroit ce qu'il a trouvé à l'envers dans ce pays. Je suis désolé. Les privés qui ont vocation à construire des logements n'ont qu'à mettre le prix. Quand les privés se retrouvent avec un foncier cédé par l'ancien régime à 7 000 francs le mètre carré, pendant qu'on y est, mais pourquoi on n'a pas cédé ce même foncier à la SICAP
aux HLM à 7 000 francs le mètre carré. Et ces mêmes privés se permettent de nous vendre à nous, Sénégalais et Sénégalaises que nous sommes, notre foncier à 200 voire 300 000 francs le mètre carré. Je pense que le président de la République, en parlant de mettre à l'endroit ce qu'il a trouvé à l'envers, c'est exproprier, ça existe. Des gens ont eu accès à des dizaines, voire des centaines d'hectares sur des bases politiciennes, sur des bases mafieuses, et je pense aujourd'hui que cela doit être revu. Et il y a des terres qui sont aujourd'hui disponibles dans Dakar, qui doivent être mises à disposition de la SICAP, des HLM. Et le président de la République doit instruire ces sociétés de construire des logements sociaux. Et le président de la République doit s'investir pour que ces logements puissent être plafonnés. Un appartement à Dakar à 80 millions, un appartement SICAP, je suis désolé, Dakar, c'est pas Paris, c'est pas Washington, c'est pas New York, c'est pas Saint-Tropez, c'est Dakar. Et je rappelle aussi que ce n'est pas l'Afrique du Sud, il n'y a pas de diamant, il n'y a pas de pétrole dans ce pays. Pourquoi est-ce qu'on va payer un appartement, nous, à 150 000 euros, en plein Dakar? Moi, en grandissant, on considérait même, nous, qu'un appartement à 30 millions coûtait trop cher. Donc aujourd'hui, il faut qu'on revienne à la réalité, qu'on permette aux Sénégalais de travailler pour pouvoir éduquer leurs enfants, pour pouvoir soigner leurs enfants, pour pouvoir nourrir leurs enfants, pour pouvoir faire plaisir à leurs enfants, en les envoyant en vacances, en leur payant des cadeaux, et aussi que les Sénégalais, qu'on puisse leur permettre de pouvoir aussi investir. Parce qu'on travaille, c'est pour pouvoir réaliser des choses dans la vie. Mais travailler que pour un loyer, ça n'existe qu'au Sénégal. Et malheureusement, ça ne dérange personne parce qu'on dit que le Sénégal découle l'identité. C'est-à-dire que tout se négocie. Je suis désolé, si vous apprenez à vos enfants que tout se négocie, ne soyez pas surpris demain que votre fille, à 18 ans, 19 ans, qu'elle aille négocier des parures en or et que votre fils, à un âge où il doit être à l'école ou à l'université, qu'il se mette à négocier des choses qui ne sont pas de son âge. C'est la raison pour laquelle je pense que le président de la République doit être félicité, encouragé par rapport à la baisse du loyer, mais que le président de la République aussi comprenne que nous ne recherchons pas la baisse du loyer. Moi, Barthélémy Dias, qui vous parle aujourd'hui, je suis locataire à la SICAP, Sacré-Cœur. J'habite sur 150 mètres carrés. Je paie 500 000 francs de loyer. Vous imaginez? C'est du n'importe quoi. Combien de jeunes Sénégalais de mon âge peuvent se permettre de prendre un logement de 500 000 francs? Donc, il n'y a aucune banque qui peut m'accompagner pour que je puisse acheter une maison. Parce que ce que la banque me demandera comme condition, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Donc, il faut que la SICAP et les HLM soient réhabilités pour qu'on puisse retourner au système location-vente. Parce que tout de même, le socialisme, on peut le critiquer comme on veut dans le Sénégal, mais le Sénégalais est de naissance et d'essence, il est social, il est socialiste. Nous ne connaissons que le social. Et peut-être les libéraux sont passés par là entre-temps, ils ont essayé, mais je pense que tous les pays qui ont expérimenté le capitalisme, si on regarde les choses de façon objective, même si le communisme a disparu, je ne souhaiterais pas verser dans un débat idéologique, mais je pense que le capitalisme aujourd'hui a fait ses preuves. Dans les pays comme les États-Unis ou en Europe, on a tous suivi la dernière crise où les États ont été obligés d'injecter des milliards d'euros, voire des milliards de dollars dans les banques, dans les assurances, dans les grandes multinationales pour que l'économie ne s'effondre pas. Donc je pense que le président de la République, au-delà de cette initiative, je l'invite, et ça fera partie du débat aussi, lors de l'examen de ce projet de loi. Ça fera partie du débat. Et ce qui est triste aujourd'hui, bon, c'est vrai, peut-être le chef de l'État est là depuis 24 mois. Moi, aujourd'hui, je suis dans la mouvance présidentielle, mais je continue à porter en bandoulière ma critique constructive. Parce que mon objectif, c'est la réussite de ce mandat pour le président Macky Sall. Et je pense aujourd'hui qu'au-delà de certains aspects que nous avons eu à soulever, etc., pendant qu'on parle de lobby de la fonction publique, auditons le foncier. Auditons le foncier. Pas de façon individuelle, de façon industrielle. Ceux à qui on s'est permis d'attribuer 1 hectare et plus.
ici en plein Dakar. Vous avez des gens à qui on a donné des hectares et des hectares, je vous dis, à moins de 5000 francs de mètre carré. Mais c'est anormal. L'État a les moyens de les exproprier. Elle n'a qu'à le faire et prendre ces terres, les rendre à la SICAP, donc aux populations. Et la SICAP, les HLM, ainsi que d'autres structures à vocation sociale, qui puissent construire des logements sociaux pour que les jeunes, la classe moyenne, puissent avoir accès au logement. Je ne dis pas l'accès au logement, une fois de plus, est un droit. Maintenant, la baisse du loyer, si on ne se limite qu'à ça, ça veut dire que des individus comme moi, parce que nous resterons locataires à vie. Merci infiniment, honorable. Un autre point qui me semble important, l'éducation. Les syndicalistes sont restés sur leur faim. Sur leur faim? C'est-à-dire que ces derniers s'attendaient à plus de mesures allant dans le sens de l'apaisement du climat avec des accords, des négociations. Oui, je pense que le problème de l'éducation est un problème extrêmement important, disons même cyclique, qui revient à chaque fois. Aujourd'hui, il y a en orbite, bien entendu, le problème de l'enseignement supérieur avec les étudiants qui véritablement ont des revendications. Je pense qu'il y a également une réforme entamée par l'État. Il faut qu'il y ait des discussions. Moi, je pense fondamentalement que c'est toujours une bonne chose d'aller vers des réformes, mais il faut discuter avec les acteurs. Discuter avec les acteurs. L'État ne doit pas imposer quoi que ce soit. Je pense qu'on peut valablement penser qu'on doit aller vers des réformes pour justement avoir des résultats, mais pour véritablement que ces réformes prennent en compte plusieurs aspects, il faut que tous les acteurs soient associés. Et justement, par rapport à l'enseignement supérieur, il est heureux de savoir que nous allons vers un accord avec le ministre. Je pense qu'on en a parlé un peu dans la presse. C'est une très bonne chose. L'éducation, de toutes les façons, c'est extrêmement important pour un pays comme le Sénégal, où on n'a pas de grandes ressources minières, etc. On peut compter que sur les ressources humaines. Donc il faut nécessairement lui donner une importance capitale. Et je pense que pour cela, il faut que les acteurs soient impliqués et qu'il y ait une discussion franche et un processus inclusif. Il y a aussi l'audit biométrique et physique qui est passé par là et a décelé des trafics de papiers administratifs par certains fonctionnaires. Oui, il faut se féliciter de cet audit. Je pense des audits, il faut toujours en faire pour connaître l'état des lieux, savoir ce qu'il en est exactement. Le fait de commencer avec la fonction publique, c'est une très très bonne chose. Je l'avais dit avant, le président a déclaré 12 000 personnes qui sont concernées. Avant on nous parlait de 11 000, maintenant c'est 12 000 et quelques. Ça veut dire que c'est 12 000 familles peut-être qui peuvent être lésées parce qu'il y a le salaire qui ne tombe pas à la fin du mois. Vous savez, un salaire c'est extrêmement important. On sait tous, nous sommes des salariés. Si on vous dit que votre salaire va tomber le 25, même si c'est reporté à 1 jour ou à 2 jours, ça vous crée des problèmes. À plus forte raison, lorsqu'on retient votre salaire pendant des jours. Sous prétexte tout simplement qu'il y a une audit et qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Ça, c'est les conséquences. Ça peut arriver. Mais j'avais dit qu'il fallait créer des mécanismes qui puissent permettre de supporter tout ça. Que ceux qui ne sont pas concernés soient rétablis dans les droits le plus rapidement possible. Et malheureusement, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes ont été lésées parce qu'ils n'ont pas été auditionnés, parce que certains ont été en voyage, d'autres malades, etc., etc. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont injectées dans ces 11 000 et qui n'ont rien à voir avec ça. Donc il faut rapidement que le gouvernement puisse trouver les voies et moyens de pouvoir les rétablir dans les droits. Maintenant, ceux qui perçoivent de l'argent d'une manière indue doivent non seulement perdre leur salaire, mais doivent rembourser. C'est ça qui est juste. On ne peut pas frauder sur le dos des Sénégalais, prendre l'argent des contribuables chaque mois et s'en sortir comme ça. Il faut qu'il y ait des sanctions par rapport à ça. Il est inacceptable que l'on crée
des mécanismes qui puissent permettre à certains de toucher des salaires qui n'ont pas le droit. C'est de l'indu et il faut nécessairement que l'État prenne des sanctions. Mais il faudra identifier ceux qui sont concernés le plus rapidement et ceux qui ne sont pas concernés, qu'on les retourne dans leurs droits. Merci infiniment, honorable Diaz. Certains de ces fonctionnaires sont même montés au créneau pour dénoncer le non-paiement des salaires du mois de décembre. Oui, mais moi, ce que je retiens dans cette situation, je considère comme étant malheureuse, c'est que c'est la gestion du régime libéral. Et là, ce n'est qu'un visage de cet héritage. Et tantôt, on a parlé, donc, c'est bien sûr du foncier. Là, on parle maintenant de l'audit de la fonction publique. Vous savez, hein, sous WAD, on avait même des cadeaux bleus commissaires de police, des cadeaux bleus, je sais pas, c'était du n'importe quoi. Et je pense que aujourd'hui, tout de même, il faut que le régime du président Macky Sall s'efforce à travailler pour mettre une fois de plus à l'endroit ce qu'il a trouvé à l'envers. Et je pense aussi quelque part que les syndicats doivent mettre de côté ce que j'appelle le sensationnel et comprendre qu'il y a un travail qui doit être abattu pour qu'on puisse remettre au moins la fonction publique sur les rails. Et à ce titre, je suis d'accord avec l'honorable député Thierno Bokoum qu'il faudrait mettre en place les mécanismes pour éviter certaines frustrations, parce que tout de même, effectivement, retenir le salaire d'un fonctionnaire en activité, c'est difficile, aussi bien pour lui que sa famille. Et vous comprendrez aussi que la modernisation de l'État n'a jamais vraiment été un chantier accompli. Donc c'est difficile aujourd'hui, quand l'État demande à ce que les fonctionnaires se déplacent physiquement, tout cela c'est un peu malheureux. Et aujourd'hui, ça nous inquiète parce que 50 ans après les indépendances, on sent que c'est une chaîne qui n'est pas maîtrisée. De l'état civil, en passant par plusieurs autres niveaux, jusqu'à ce point, rien n'est maîtrisé. Et c'est non maîtrisé par l'État. Donc je pense que l'État, au-delà de ce que dit, l'État va repenser sa stratégie. Parce que quand on fait venir un fonctionnaire de Kédougou ou de Kolda, on lui demande de venir ici à Dakar pour se pointer physiquement, et je suis désolé, c'est un peu triste. À quoi servent les préfectures, les gouvernances, oui, on aurait pu trouver d'autres mécanismes. Aujourd'hui, avec des nouvelles technologies de l'information, franchement, sont tout de même des pères et des mères de famille. Mais je pense que tout de même, c'est salutaire le fait que le régime du président Macky Sall décide de siffler la fin de la récréation. Parce que, et puis, parmi ceux qu'on ne dit pas non plus. Parmi ceux qui ont été audités, il y en a qui détiennent des cutus et qui sont versés aujourd'hui dans ce que l'on appelle le panier jaune. Oui, mais c'est la gestion de l'ancien régime. Est-ce que le fichier est vraiment fiable aussi? C'est pourquoi je disais que le chantier de la modernisation de l'État, je pense que la modernisation de l'État, on en parle depuis l'époque du président Bédou, ce chantier n'a jamais été accompli. Il faudrait que l'État, d'abord aujourd'hui, cherche les voies et moyens de pouvoir terminer définitivement ce chantier, que l'État, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, n'importe où, puisse identifier son personnel en temps réel. Et c'est important. Et ce n'est pas que ça. Nous savons tous au Sénégal combien de fonctionnaires devaient passer à la retraite sont allés remettre en cause leur état civil pour continuer à pouvoir percevoir un salaire. C'est pourquoi je disais que toute la chaîne de l'état civil jusqu'à la fonction publique, il y a beaucoup de réflexions à faire. Et je parle encore de la concertation, elle est très importante, parce que les syndicalistes aujourd'hui, c'est vrai, ils ont besoin que les uns et les autres puissent être traités de façon équitable et juste, mais il faudrait aussi qu'eux puissent voir comment ils peuvent apporter leur contribution pour que cet audit puisse aller le plus rapidement possible à son terme, puisse aboutir. C'est important. Et je pense que c'est aussi important parce que quand on parle en termes de création d'emplois, il faut bien que les emplois se libèrent. Parce que si dans ce pays, les retraités refusent d'aller à la retraite, et tout le monde sait malheureusement que l'état civil, il est ce qu'il est, mais je ne vois pas ceux qui sortiront des universités quand est-ce qu'ils auront du travail. Donc il faut que les uns et les autres sachent que tout de même, nous sommes dans une république, et quand on parle de la fonction publique, ce n'est pas du privé.
Donc c'est important que ce qui relève du fichier du personnel de la fonction publique, ce soit quelque chose de bien maîtrisé, quelque chose de non politisé. Et je pense que tout le monde a sa part à jouer, y compris particulièrement les syndicats. Les syndicalistes justement dont vous parlez sont en grève en ce début de semaine. Ils parlent même, il y a le SAEMS, qui parle de fiasco, une plainte est en train même d'être déposée au niveau de l'OIT. Oui, mais je pense que au Sénégal, tout de même, il faut qu'on apprenne à se dire certaines vérités. Personne ne va nous faire croire à nous que l'État du Sénégal paye chaque mois des salaires qu'à des fonctionnaires. C'est faux. Tout de même, il faut être sérieux. Donc les syndicats, comme je dis aussi, il faut qu'ils comprennent que le sensationnel, ça n'ébranle pas non plus les Sénégalais que nous sommes. Les Sénégalais ont d'autres difficultés, d'autres problèmes. Les Sénégalais aujourd'hui attendent le régime du président Macky Sall sur d'autres priorités beaucoup plus importantes. En l'occurrence, j'ai déjà dit, l'accès au logement, une santé de qualité, c'est important, une éducation acceptable de tous. Et pour cela aussi, il y a un prix. Il y a un prix, parce que pour qu'on se dise des vérités, j'ai entendu les étudiants ici dire qu'ils ne sont pas d'accord pour payer. Mais dites-moi, où est-ce qu'au monde l'avoir, le savoir et le pouvoir sont gratuits? Pour reprendre les propos du leader de M. Thierno Bocoum. Où est-ce que vous avez dit ça au monde? Merci Amourad. Avec ces préjudices qui sont en train d'être subis, est-ce que c'est une atteinte en fait à la dignité humaine? Oui, je pense qu'il y a effectivement eu de la précipitation. C'est toujours bien d'aller à des audits, et on l'a dit par rapport à la fonction publique, c'est essentiel. Le président de la République dans son discours a même annoncé, disons, 39 milliards, disons, par rapport à la rationalisation des dépenses budgétaires. Ils ont un gain de 39 milliards. Donc voilà des chiffres plus ou moins, ils sont pressés d'en parler. Et c'est ça qui est un peu dommage. Je pense nécessairement qu'il fallait, surtout par rapport à cette question qui est très sensible, qui touche des salaires des populations, de pères de famille et de mères de famille qui sont, malgré le fait qu'ils travaillent, sont toujours dans des difficultés, à plus forte raison lorsqu'on leur prive un salaire. Il fallait nécessairement, véritablement, prendre le temps qu'il faut pour ne pas être dans ces situations-là. Oui, d'accord, il faut auditer, mais il faut se garantir, se munir de garanties pour que les marges d'erreur soient réduites. On ne peut pas, comme ça, annoncer 12 000, alors que, si je ne me trompe pas, certains ont avancé même le chiffre de 4 000, de 12 000 à 4 000. Donc, tous ceux qui sont laissés en rade, tous ceux qui sont concernés par l'injustice, c'est énorme. C'est énormément de familles qui attendent qu'on achète le sac de riz, qui attendent qu'on achète de l'huile, qui attendent d'avoir la dépense quotidienne. C'est énormément de personnes qui sont touchées. Donc c'est tellement sérieux qu'il fallait réfléchir avant sur comment encadrer tout ça pour qu'il y ait moins d'erreurs. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il va y avoir zéro erreur, mais qu'il y ait moins d'erreurs et que véritablement ceux qui sont identifiés comme ne faisant pas partie de ce lot soient rétablis dans le droit. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je pense fondamentalement que ceux qui sont touchés et concernés subissent une injustice et sont en train de souffrir. Tout le monde sait ce que ça vaut un salaire dans ce pays. Merci infiniment, honorable. Nous sommes, je suis désolé, à terme de l'émission. Quel est votre dernier mot? Merci beaucoup. Je voudrais peut-être vous remercier les Sénégalais et les Sénégalais qui nous suivent et également saluer encore une fois mon ami et frère Barthélémy. Voilà, et c'est tout. Je vous remercier tout le groupe de Mourchid TV. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Honorable député Diaz, vos derniers mots. Merci pour l'invitation. Remercier aussi mon frère et ami Thierno Bocoum pour cette opportunité d'avoir pu échanger et puis vous souhaiter à vous du groupe Mourchid TV un plein succès et une excellente continuation
Et puis remercier tous les Sénégalais et les Sénégalaises qui ont eu tout de même l'aimabilité de nous écouter. Merci. Merci infiniment d'être passé. Merci. Malheureusement, le temps qui nous était imparti est complètement épuisé. À vous également, amis téléspectateurs, merci de nous avoir reçus chez vous. C'en est tout pour ce 13e numéro d'Actipo qui revient sur les faits saillants de l'actualité. Nous avions l'énorme plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau honorable député Thierno Bokoum de Réunis. Encore une fois, grand merci. Et l'honorable député Barthélémy Dias du Parti Socialiste, membre du groupe Benno Bokk Yakaar, la coalition. Merci encore une fois, portez-vous bien. Merci aussi à toute l'équipe qui gravite autour de cette émission. Encore une fois, merci et très bonne suite de programme sur la FM. Au revoir.